France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour en Iran ce soir. Et nous sommes en septembre 2022. Dans ce qu'on entend ici, c'est au tout début de ce qu'on imagine peut-être être une révolution en train après la mort de Mahsa Amini, qui, on le rappelle, est morte sous les mains des autorités alors qu'elle portait mal son voile. C'est ce qu'on lui disait. On sait qu'il s'est passé 1000 choses après. Bonsoir Azadekian. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure de sociologie à l'Université de Paris. Vous êtes directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes. On ira rejoindre très rapidement Timour Öztürk, qui est l'envoyé spécial en Iran de France Inter. Premières élections législatives depuis ces événements. Azadekian, 15 000 candidats, 290 sièges. On l'a beaucoup dit, évidemment, beaucoup entendu. Les jeunes gens vont boycotter probablement ces élections-là. Ce matin, dans le journal Le Monde, Narges Mohammadi, qui est en prison, qui est aussi prix Nobel de la paix, a eu cette phrase. Elle dit « Le peuple iranien a tourné la page de ce régime ». Est-ce que vous signeriez, vous aussi, cette phrase ? Quoi qu'il arrive à ces élections, cette page est tournée. Tout à fait. Quoi qu'il arrive, après, ils vont le montrer de différentes manières. L'une des manières est justement le taux d'abstention très important à ces élections. Il faut pas oublier qu'il y a deux élections. Il y a l'élection pour le Parlement islamique et une autre pour l'Assemblée des experts. Et donc, dans les deux cas, le taux d'abstention sera très élevé. On le sait d'emblée, parce qu'il y a aussi un vote de refus, et même j'entends dire qu'il y a un certain nombre qui disent vouloir voter pour des raisons diverses, parce qu'ils ont besoin le tampon, le fameux tampon, mais ils vont voter blanc. Donc effectivement, le rejet de ce régime est très important, très très vaste, et les gens disent à quoi bon de toute façon de voter, puisque les tenants de pouvoir ne nous écoutent même pas. Cette fois-ci, je voudrais dire, le verrouillage du champ politique a été encore plus important que lors des dernières élections, de sorte que même il n'y a pas de réformateurs ou quasiment pas. Même les réformistes les plus modérés qui prêchent toujours la participation n'ont pas été habilités. Le président Rouhani n'a pas été habilité pour l'Assemblée des experts. Rouhani, donc ça nous donne une idée. Ça parle de peur, ça, à votre avis, ou pas ? Pardon ? Ça parle de peur, ça ? De peur du régime, exactement, de peur du régime. C'est-à-dire ils ont peur d'ouvrir, ne serait-ce qu'un petit peu, le champ politique et ne pas pouvoir contrôler, d'une part. D'autre part, ils ont même dit qu'il fallait aller voter pour contenter le 12e imam, que c'était un devoir religieux, alors que c'est pas du tout un devoir religieux. Le guide, par exemple, lui-même, a maintes reprises invité les gens à aller voter, mais en fait, les Iraniens ne sont pas dupes. On va y venir à ce que dit le guide, comme vous dites, effectivement, si vous ne votez pas, c'est tous les ennemis de l'Iran qui menaceront notre sécurité. On va y revenir dans un instant. Je voudrais revenir quand même un peu sur les manifestations de 2022, ce qui s'était passé derrière. On sait bien que c'est la répression qui a fait taire ce mouvement. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Il y en a d'autres qui ont été tués, qui ont été exécutés. Mais ce qu'il en reste aujourd'hui, dans les rues de Téhéran notamment, ça se voit. Est-ce que ça se voit toujours aux femmes qui sont non voilées, à autre chose dans la rue? Comment aujourd'hui, 2 ans après, ça existe encore? Ça existe encore, et pas seulement à Téhéran, si vous voulez. Ne serait-ce qu'au Baloutchistan, par exemple, au Kurdistan, qui étaient les centres les plus, disons, actifs en 2022 et même 2023. Les mobilisations continuent, en particulier tous les vendredis, par exemple, à Zaïdan, le chef-lieu de Baloutchistan, il y a des manifestations de contestation, et il y a énormément aussi de personnes qui continuent à être effectivement arrêtées, issues notamment de ces deux minorités ethniques et religieuses, les Kurdes et les Baloutches. À cela s'ajoute aussi la résistance très importante des femmes, pas seulement d'ailleurs des jeunes, et pas seulement à Téhéran, mais aussi dans beaucoup d'autres villes iraniennes qui refusent de porter le voile obligatoire et qui montrent par tous les moyens leur désaccord avec les préceptes de ce régime et avec ce régime. Les étudiants, même si ils peuvent plus manifester comme avant, il y a plusieurs organisations estudiantines qui ont déclaré au effort de non seulement boycotter les élections, mais de dire on veut pas ce régime et on va dépasser ce régime. Donc effectivement, disons la résistance continue.
Restez avec nous évidemment, Azadeh Khan. Je voudrais qu'on y aille à Téhéran retrouver Timour Ozturk. Bonsoir Timour. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. On va venir dans un tout petit instant à qui vous avez pu rencontrer, ce qu'on vous a dit, Timour Ozturk, dans les rues de Téhéran. Mais vous avez également croisé justement l'une de ces caravanes de campagne avec des candidats officiels qui essaient de battre le rappel pour ne pas que l'abstention soit trop visible. On va écouter ce que ça veut dire et ce que ça donne et on se retrouve juste après. Dans le centre de Téhéran, sur l'emblématique place de la Révolution, 2 tables ont été installées, une pour les femmes, l'autre pour les hommes. On diffuse des chants patriotiques, on distribue des bonbons et Mohamed, professeur à l'université, aborde les passants. On invite les gens à participer aux élections. En organisant de petits débats, on leur demande leur avis sur le scrutin. On offre de petits cadeaux comme des stylos pour créer une ambiance sympathique et intéresser les passants. Cette initiative est implicitement soutenue par les gardiens de la Révolution. Le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, multiplie lui-même les prises de parole ces derniers jours pour rappeler les citoyens aux urnes. Le guide a rappelé l'importance d'une forte participation pour décevoir les ennemis du pays. Il en va de la légitimité populaire du pouvoir face aux pressions occidentales, aux sanctions économiques. Ali Reza, 18 ans, étudiant en gestion, votera demain pour la première fois de sa vie, contrairement à de nombreux jeunes qui pensent s'abstenir. C'est sûr qu'avec les difficultés économiques dues aux sanctions occidentales et en partie dues à la corruption, certains n'iront pas voter. Et il y a aussi une atmosphère négative créée par les médias étrangers qui influencent les jeunes. Des livres d'or sont laissés à la disposition des citoyens qui s'arrêtent pour laisser un message. Entre 2 phrases sur l'importance du scrutin et du vote, une main a inscrit un message contestataire. Si vous n'êtes pas capable de diriger le pays, quittez le pouvoir. Timour Ozturk, vous avez eu l'occasion d'aller notamment devant l'université, de parcourir les rues de Téhéran. Moi, je suis assez curieuse de vous poser une question dont j'ai peur de connaître la réponse. Qui est convaincu par les gens qu'on a entendus dans votre reportage ? En tout cas, pas cette frange de la jeunesse de la capitale qui est imperméable à ces discours. C'est celle qui a manifesté en 2022, vous le rappeliez. J'ai échangé avec des étudiants de l'université de Téhéran hier qui étaient catégoriques sur leur refus d'aller voter, de participer à cette mascarade, me disait l'un d'eux. Je ne me rendrai pas complice du sang versé pendant les rassemblements, m'a juré une autre étudiante, une jeune étudiante, Daria, 20 ans, qui avait été arrêtée brièvement à l'époque. Une jeunesse donc qui, en plein Téhéran, ose encore critiquer au micro d'un journaliste étranger, mais pas uniquement les conservateurs au pouvoir depuis 2021 avec l'élection à la présidence d'Ebrahim Raïssi. Les modérés et les réformateurs n'attirent eux aussi que très peu la sympathie de cette jeunesse éduquée. Des réformateurs, vous le disiez, dont les principales figures ont été empêchées de se présenter. Une partie d'entre elles d'ailleurs n'essaye même pas de convaincre cette jeunesse et appelle plutôt au boycott des urnes. Timour Ozturk, je vous remercie beaucoup. Vous êtes avec Gina Safdari pour ce reportage. On va souligner jusqu'à quel point c'est rare et donc important d'entendre ça, d'avoir eu l'occasion d'avoir un journaliste à Téhéran. Quand on entend ça, Azadeh Khan, et notamment un certain nombre d'arguments, il y avait cette phrase: si vous ne votez pas l'ennemi de l'Iran, les ennemis de l'Iran menaceront votre sécurité. Est-ce que quand même le contexte Israël, Gaza, est-ce que le contexte aussi avec le Hezbollah dans le nord pour ouvrir éventuellement un nouveau front, est-ce que ça joue quand même chez certains électeurs? Ça joue pour l'aura et la puissance de l'Iran ou pas? Écoutez, absolument pas. Les électeurs contestataires, de toute façon, contestent aussi l'implication et les interférences du régime islamique, et ça date pas d'aujourd'hui, dans la région. Et l'Iran est peut-être le seul pays où le régime n'a pas réussi à mobiliser les gens pour manifester, pour soutenir les Palestiniens du Gaza. Donc non, mais bien évidemment, c'est un discours qui est utilisé depuis les 45 dernières années. L'ennemi étranger, tout ça, c'est à cause des Occidentaux, etc. Mais vous voyez bien que ça ne marche plus du tout. Et les Iraniens savent pertinemment qui sont responsables de leur pauvreté, de leur situation actuelle, de la répression, etc. Et il y a énormément de corruption aussi, parce que des milliards de dollars disparaissent tous les jours, et alors même que la moitié de la population iranienne souffre de la pauvreté, selon les chiffres officiels. Donc cette fois-ci, si vous voulez, je voudrais dire aussi que dans beaucoup de provinces, même lors des
élections législatives précédentes, par exemple la province de Téhéran, Ispahan, au Kurdistan où ici le taux de participation était très bas, en moyenne 20%, pas plus. Mais en revanche, les provinces comme Baloutchistan, par exemple, les gens votaient beaucoup parce que les chefs religieux ou politiques leur demandaient d'aller voter. Et cette fois-ci, ça n'est même plus le cas. On a des informations selon lesquelles, par exemple, Moulavi Abdelhamid, le chef religieux des Baloutches, leur a même pas demandé d'aller voter en disant que tout ça, c'est des mascarades. Et également les Lords, les Bartiari qui votaient beaucoup. Souvenez-vous, le petit Kian, âgé de 9 ans, qui avait été tué, il était Lord. Et donc, les populations de cette région-là non plus ne vont pas aller voter. Et donc, tout ça vraiment montre aussi une résistance, disons, pacifique de la population. Azadeh Khan, Ali Khamenei, il a 84 ans. Donc, on sait que c'est probablement cette assemblée-là qui le remplacera. Est-ce que, là encore, on se dit bonnet blanc, blanc bonnet, de toute façon, quel que soit l'homme qui le remplacera, rien ne va changer? Ou est-ce qu'il y a quand même, avec cet homme, un verrou qui peut sauter dès lors qu'il quitte le pouvoir, même un mini-verrou, même quelque chose qui assouplit ne serait-ce que le port du voile? Effectivement, l'Assemblée des experts, si vous voulez, c'est peut-être là que ça se passe. Khamenei s'est accaparé de tous les pouvoirs. Effectivement, il est aussi très proche, bien sûr, des gardiens de la Révolution. Donc, on peut dire que la personne qui le succédera ne pourra plus avoir autant de pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir absolu du guide. Mais en même temps, les personnes qui sont en lice, si vous voulez, pour remplacer le guide, n'ont absolument pas le pouvoir de dire non et d'ouvrir un petit peu le champ politique. Donc, effectivement, la question est que la population rejette l'ensemble du régime, mais sans ou avec le guide. Et ce serait la dernière question, est-ce que ça veut dire qu'avec un champ politique qui, effectivement, n'arrive pas à s'ouvrir peut-être un peu plus pour ce qui est des opposants en exil, est-ce que ça veut dire que la suite, c'est de toute façon la rue qui reprendra le pouvoir, un moment ou un autre? De toute façon, moi je pense que le régime va s'effondrer et que la rue va prendre le pouvoir, effectivement. Azadeh Khan, professeure de sociologie à l'Université de Paris, directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes. Je vous remercie beaucoup de votre passage. On remercie Timur Öztürk aussi pour son passage chez nous. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter. La suite, ça se passe aux États-Unis où la Caroline du Nord renvoie en Floride des livres interdits par les conservateurs aux familles qui le souhaitent. Et pour aller jusqu'à 19h, le gang habituel, c'est sous les radars. Kevin Dufraîche. En Nouvelle-Zélande où les stations-service n'ont pas aimé ce 29 février. Le Monde à 18h50, c'est vous, Franck Madbon. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Fabienne. Bonsoir à tous. En Israël, Benyamin Netanyahou de plus en plus sous pression. Et cette pression vient de l'intérieur du pays. Allez, la tech, la première. C'est comme ça que c'est chaque jeudi avec Stéphane Jourdain. Salut Stéphane. Oui, bonsoir Fabienne. On parle d'une intelligence artificielle assez dingue qui permet de créer un morceau de musique avec des paroles personnalisées en 30 secondes. Un pan entier de la musique commerciale va être chamboulé. Allez, à tout de suite, tout le monde, on a hâte. Le tour de la planète n'est pas fini. Il reste en France, mais sonne très très British 70s. C'est le choix de Chewbacca, All in Joe's, Bewitched Me. Allez, à tout de suite. Vous êtes dans Un jour dans le monde.
Et nous sommes donc aux États-Unis où on continue à interdire des livres jugés perturbateurs, contraires à la morale, essentiellement tout ce qui tourne autour des problématiques ou des personnages LGBT. Ces 2 dernières années, près de 3000 titres ont été interdits, c'est ce que dit l'association PEN America, et en Floride, on est en pointe dans ce combat d'un autre âge. Sauf qu'il y a un an, une librairie Firestorm à Asheville, en Caroline du Nord, a récupéré 22 500 ouvrages pour enfants interdits dans les bibliothèques et dans les écoles du comté de Duval en Floride. Depuis un mois, elle a lancé une opération de retour. On les renvoie en Floride aux familles qui en font la demande, avec une cagnotte en ligne aussi pour financer les frais. Le reste, c'est Édouard Maille qui raconte. Le jour de ses 60 ans, au lieu de recevoir des livres, Alice Oglesby a décidé d'en envoyer. Elle fait partie de la vingtaine de bénévoles venus préparer les colis. Comme pour beaucoup, bannir ces ouvrages n'a pas de sens. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point c'est fou toutes ces choses qui sont interdites. Tous les membres de ma famille sont des profs et je n'imagine pas à quel point ils doivent être frustrés. L'ancienne illustratrice de livres de jeunesse sait à quel point ils sont essentiels pour l'éducation d'un enfant. En interdisant des livres, ils limitent l'exposition d'un enfant à différentes idées, cultures et façons de penser. Et c'est très triste car un enfant devrait pouvoir explorer et développer sa curiosité. Et toutes les parties du monde pourraient trouver sa place. Des étagères ont été déplacées, il y a des tables au centre de la pièce, des cartons partout. Les bénévoles suivent les consignes, 6 livres par paquet, des brochures et un guide contre le harcèlement scolaire. Quelques coups de scotch, le colis est prêt. Gemma fait des allers-retours, les bras remplis de cartons. Transgenre et mère de 2 enfants, ces interdictions la touchent directement. Ça revient à attaquer ma famille. Une attaque contre l'idée qu'on ne peut pas être soi-même. Une attaque contre ma vie et mon expérience, qui disparaissent des écoles. Et ça commence à arriver dans mon État, en Caroline du Nord. Pour elle, ces envois permettent de lutter contre ce climat politique. C'est la montée du fascisme qu'on voit aux États-Unis. C'est absolument terrifiant, comme une répétition de l'histoire. J'espère seulement que plus de gens vont se battre contre. Car ces livres sont inoffensifs. Ils parlent juste de sujets auxquels beaucoup d'Américains s'identifient, sur des questions LGBTQ, des questions raciales. Les 8 tonnes de livres collectés proviennent du comté de Duval en Floride. Après leurs interdictions dans des écoles et bibliothèques de l'État, le distributeur n'a pas d'autre solution que de s'en débarrasser. Il a donc contacté la librairie. Cindy Baruch-Milstein est une des employées. Ils nous ont dit que si on ne les prenait pas, ils allaient les détruire. C'est une métaphore sur la destruction de livres ou les autodafés qui ont une longue histoire. Ce n'est pas seulement leur interdiction, mais l'acte physique de destruction. Esme Joy est co-responsable de la boutique. En feuilletant un des livres, elle a pensé à Nex Benedict, un adolescent non-binaire tué récemment par des élèves de son lycée. Je ne veux pas être trop optimiste en disant que si ses camarades de classe qui l'ont attaqué avaient lu ces livres plus jeunes, ça ne serait pas arrivé. Mais j'ai l'impression que ces livres sur l'identité queer, qui montrent les différences dans une lumière positive et tolérante, peuvent vraiment faire la différence entre la vie et la mort pour ces enfants. Avec l'élection présidentielle à venir et le succès de Donald Trump, les bénévoles redoutent une hausse des interdictions et d'attaques contre les minorités. Édouard Maille pour le reportage. Merci beaucoup Édouard. L'actualité internationale passée sous les radars. C'est Kevin Dufraîche. Et nous sommes d'abord au Canada où la transition écologique en prend un coup. Oui, après plus de 6 mois de moratoire sur tous les nouveaux projets d'énergie renouvelable, la première ministre de la province de l'Alberta, dans l'ouest du pays, a présenté hier de nouvelles règles strictes sur le sujet parce que Danielle Smith considère le solaire et l'éolien comme, je cite, peu fiable. Résultat, interdiction de construire sur les terres agricoles considérées comme particulièrement fertiles. Autre mesure, la principale, la mise en place d'une zone tampon de 35 km où il sera impossible d'installer des éoliennes, notamment autour de certains paysages définis comme, je cite, immaculés. Ce sont par exemple les parcs nationaux. Tout cela fait qu'environ 60% du territoire albertain serait concerné par ces interdictions. Elle dit vouloir ainsi protéger l'agriculture et, je cite, les dollars du tourisme. Le
secteur des renouvelables dénonce ces règles plus sévères que pour l'industrie du gaz et du pétrole. L'Alberta produit 80% du pétrole canadien en exploitant les sables bitumineux notamment. Au niveau fédéral, le Canada vise 100% d'électricité propre en 2035, un projet auquel s'oppose fermement la première ministre ultra-conservatrice. Et nous sommes maintenant en Italie, Kevin, avec l'issue d'une bataille judiciaire. Une Italienne a été indemnisée 145 000 € en l'échange de l'abandon des poursuites judiciaires contre l'université de Genève. Cette femme, dont l'identité reste confidentielle, poursuivait l'université parce qu'elle affirme avoir contracté le virus du sida dans le cadre des travaux de recherche qu'elle a menés en Suisse. Étudiante à l'université de Padoue, dans le nord de l'Italie, elle part en Erasmus à Genève en 2011. Dans le cadre de sa thèse, elle mène des recherches dans un laboratoire en utilisant des échantillons de VIH. Ce n'est qu'en 2019, alors qu'elle souhaite donner son sang, qu'elle découvre, dit-elle, qu'elle est séropositive. Si la manière dont elle a contracté la maladie n'est pas formellement déterminée, des laboratoires italiens ont mené un séquençage génétique et affirment que le virus qu'elle porte est identique à celui conçu dans le laboratoire à Genève, l'université suisse, qui précise que l'accord n'implique pas que qui que ce soit dans cette affaire ne reconnaisse de responsabilité. Et puis nous voici en Nouvelle-Zélande qui a connu un petit bug aujourd'hui. Oui, incompréhension dans les stations-service de tout le pays. Des automobilistes face à des terminaux de paiement sur les pompes qui ne marchent pas, qui font plusieurs stations. Certaines sont complètement fermées. Tous les distributeurs, toutes les marques de carburant étaient concernées. Impossible de faire son plein. Et pourquoi ? Eh bien à cause de la date, parce que nous sommes le 29 février et que le logiciel utilisé pour opérer les paiements dans les stations-service néo-zélandaises n'était tout simplement pas programmé pour gérer ce jour supplémentaire en année bissextile. Résultat, des groupes de distribution de carburant bien embêtés, obligés de s'excuser, d'autant que ça a duré jusqu'aux alentours de 20h, heure de Wellington. Au moins maintenant que c'est arrivé, ça laisse le temps d'adapter le fameux logiciel pour 2028, ou bien ça laisse le temps d'oublier que ça a bugué. On verra, peut-être qu'on sera encore là. Allez savoir pour le raconter, Kevin, en 2028. Vous partez avec Tom Waits et Crystal Gayle. Picking Up After You, c'est un extrait de la BO de Coup de cœur, le film de Francis Ford Coppola. Tout de suite. Here comes the bride, and there goes the groom. Looks like a hurricane went through this room. Smells like a pool hall. Where's my other shoe? And I'm sick and tired of picking up after you. Looks like you spent the night in a trench. Tell me, how long have you been combing your hair with a wrench? The roses are dead and the violets are too. And I'm sick and tired of picking up after you. I told you before, I won't tell you again. You don't defrost the icebox with a ballpoint pen. This railroad apartment is held together with glue. And I'm sick and tired of picking up after you. Because I know I've been swindled. I never bargained for this. What's more, you never cared about me. Why don't you get your own place so you can live like you do? And I'm sick and tired of picking up after you. Take all your relatives and all of your
your shoes. Believe me, I'll really swing when you're gone. I'll be living on chicken and wine after we're through. With someone I pick up after you. C'est vrai que c'est un peu ambiance 22h, les pieds sur la table basse. Mais pas du tout. Tom Waits et Crystal Gates, Picking Up After You, juste avant Le Monde à 18h50. Et Franck Madvon. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, une trêve à Gaza est toujours en discussion alors que le bilan de l'opération israélienne dépasse les 30 000 morts selon le Hamas. Ce soir, vous nous dites pourquoi, au même moment, la pression s'accentue sur Benyamin Netanyahou en Israël. Oui, on parle beaucoup de la pression internationale qui s'exerce sur le gouvernement israélien pour stopper l'opération à Gaza. Pour le moment, le Premier ministre Netanyahou y résiste. Pas question de desserrer l'étreinte sur le Hamas. Il veut lancer dès que possible une offensive sur la ville de Rafah, dans le sud de l'enclave, où s'entassent 1,5 million de Palestiniens. Mais Bibi, comme on le surnomme, pourra-t-il tenir face à une autre pression, celle exercée par les Israéliens eux-mêmes? Ne pas s'y méprendre, une grande majorité des Israéliens soutiennent l'opération à Gaza. Pour eux, il fallait évidemment frapper les auteurs du massacre du 7 octobre. Et tant pis si des milliers d'innocents perdent la vie, les dommages collatéraux d'une guerre à leurs yeux existentiels. Mais ils sont de plus en plus nombreux à désapprouver la manière dont le conflit est mené et notamment à demander une trêve qui permettrait la libération de la centaine d'otages encore en vie à Gaza. Benyamin Netanyahou est montré du doigt, lui qui porte déjà pour beaucoup d'Israéliens la responsabilité des failles sécuritaires du 7 octobre. Et la pression est désormais politique. Oui, depuis des semaines, l'atmosphère est tendue au sein du cabinet de guerre. Ces 5 hommes qui prennent les grandes décisions sur les opérations à Gaza. Au moins 2 d'entre eux ne s'entendent pas avec Netanyahou. Benny Gantz, un des chefs de l'opposition qui a rejoint le gouvernement après le 7 octobre, et Yoav Gallant, ministre de la Défense, qui avait contesté, on s'en souvient, le projet du Premier ministre limitant les pouvoirs de la Cour suprême. Eh bien, hier, Netanyahou a été publiquement défié par Gallant sur un sujet explosif en Israël, la réforme du service militaire. Il est obligatoire en Israël, mais les juifs ultra-orthodoxes peuvent en être exemptés en raison de leurs études sur les Écritures saintes. Depuis le début de la guerre, l'armée a besoin de bras. Le débat ancien a donc été relancé sur la conscription pour les ultra-orthodoxes. Yoav Gallant, ministre de la Défense, y est favorable et il a estimé hier que tous les partis de la coalition devaient soutenir ce projet. Et alors pourquoi c'est dangereux pour Netanyahou ? Parce que le Premier ministre se retrouve piégé. Sa coalition gouvernementale tient grâce au soutien des ultra-orthodoxes. Dans les médias israéliens, les commentateurs y voient une bombe politique. Les propos de Yoav Gallant pourraient conduire à l'explosion en fait du gouvernement Netanyahou dans les semaines à venir. D'ailleurs, Benny Gantz, le chef du parti centriste d'opposition, a applaudi la sortie de Gallant. Sa formation est largement en tête des sondages. Il est possible que les 2 hommes se soient concertés pour faire tomber Bibi. On n'en est pas là. Le Premier ministre, on le sait, Fabienne, est un éternel survivant de la politique israélienne, mais dans le monde entier, dirigeants et diplomates rêvent d'un après-Netanyahou pour pouvoir enfin relancer le dialogue entre Israéliens et Palestiniens, explorer de nouvelles pistes. Yoav Gallant a peut-être posé hier les premières pierres du prochain gouvernement d'Israël. Merci beaucoup. Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvon. Le jeudi, c'est la Tech la première et Stéphane Jourdain. France Inter. Le 18-20. Voilà, communément appelé comme d'habitude, la chronique qui fait peur. Stéphane, vous nous parlez d'une intelligence artificielle qui permet de créer des morceaux de musique en un claquement de doigts. Fabienne, je sens que vous aimez bien le rap marseillais des années 90. Bienvenue dans la planète. Ça vaut mieux, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Mais copyright. Vous avez reconnu les paroles ? Mais évidemment. Ou alors, vous êtes plutôt dance music. Bienvenue dans la planète. Jamais assez. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. À bien y réfléchir, quelque chose me dit que vous êtes plutôt Céline Dion. Ouais. Bienvenue dans la planète et sa banlieue. Sur la planète et sa banlieue, quel imbécile cette Céline. Et on n'a qu'une heure Pas avec d'insulte. Fabienne Synthèse.
Merci à Julien Baldacchino pour son aide pour ces 3 morceaux. Dans la jeune histoire de l'intelligence artificielle, le texte a eu son moment ChatGPT, l'image son moment Midjourney et la musique est en train de vivre son moment Suno. Suno, ça veut dire écoute en hindi. C'est une appli américaine qui permet de générer un morceau de musique à votre goût, dans le style de votre choix, avec les paroles que vous voulez. Slogan de l'application, pas besoin d'instruments, juste un peu d'imagination. Mais alors, du coup, ça marche comment ? Alors, un peu comme ChatGPT, c'est très simple. Dans une boîte de dialogue, vous écrivez le genre de musique que vous voulez, et ensuite, soit vous lui donnez des paroles exactes, soit vous lui donnez un thème et il se débrouille tout seul. Par exemple, j'ai demandé une chanson française acoustique moderne sur un auditeur de la radio France Inter, très content d'écouter Un jour dans le monde. J'allumais la radio, oh quel plaisir, entendre l'émission, ça me fait sourire. Un jour dans le monde, les nouvelles à la main. La voix de l'animateur, c'est mon quotidien. Animateur, mais attendez. Je suis super content quand j'entends l'émission. Un jour dans le monde, c'est ma passion. Un jour dans le monde, c'est ma passion. Fabienne, c'est une phrase que vous auriez pu dire. Mais absolument, France Inter est ma station de joie. Oh yeah. Ma station de joie. Là, c'était très R&B. Vous préférez peut-être une version plus raga. Un auditeur de la radio, je suis du matin au soir. France Inter, ma station de joie. Et l'émission Un jour dans le monde, c'est ma voix, oh yeah. Je suis super content d'écouter chaque jour. Un jour dans le monde, c'est France Inter, ma station de joie, c'est un joli haïku. C'est bien. Alors, pour créer une dizaine de morceaux, Fabienne, parce que je vois que ça vous intéresse, c'est gratuit. Ensuite, c'est payant. Il faut compter 10 € pour 250 morceaux. Je peux faire plusieurs albums avec 250 morceaux. Alors, c'est pas cher. Du coup, les internautes, évidemment, se sont bien amusés toute la semaine, j'imagine. C'est facile, c'est gratuit, c'est très efficace. Ils s'en sont donnés à cœur joie. Côté gauche de l'échiquier politique, reconnaîtrez-vous ce tribun à la sauce hard metal. La République, c'est moi. J'adore. Enfin, je veux dire, c'est mal. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans le local. J'adore. À quand Jean-Luc Mélenchon au Hellfest. Si vous êtes plus rap et plus de centre-gauche, j'ai ça pour vous. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas être parlementaire de la majorité. Alors là, le style demandé par Raphaël Grabli, c'est gangsta rap avec une touche de jazz. Et puis, autre registre, voici la recette d'une crêpe en rap. Okay. Dans un saladier, mélanger la farine, le sel et le sucre. Faire une fontaine. Ajouter les œufs, mais c'est génial, c'est l'extrait du film de Jacques Demy. C'est les paroles de Jacques Demy, non? Ça a changé, Marmite. Non, ça a changé, ouais. Ah, mais gravement. Bon, alors, du coup, c'est rigolo, c'est sûr, mais est-ce que c'est juste rigolo ou pas? Alors, parmi les internautes qui ont fait mumuse avec cet outil cette semaine, il y a Harry Coutts, consultant en innovation, spécialiste de l'intelligence artificielle. Pour lui, une grande partie de la musique commerciale peut disparaître. Quand on n'a aucun background musical, commencer à composer peut être très compliqué, alors que là, en un mot, en quelques secondes, on est capable de créer la musique qui nous correspondrait, qui va être unique, qui va coller avec ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment très très impressionnant. On n'est pas encore dans une créativité complète qui va remplacer tous les artistes, bien entendu, mais un grand pan de la musique commerciale peut être tout à fait inquiété par ce type de sujet. C'est tellement facile que ce consultant a eu une idée. J'ai créé un groupe qui n'existe pas, avec un album qui a été 100% créé par cet outil sans aucune édition supplémentaire et qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Il y a déjà quelques centaines d'écoutes, ce qui est à la fois peu, mais en même temps démontre le fait que ces plateformes poussent des nouveaux contenus et donc des personnes ont pu les écouter, voire les mettre dans leurs favoris. D'accord Stéphane, donc ça a été, c'est loin d'être anecdotique au fond, parce que ça arrive à un moment précis. Et oui, cette appli arrive pile au moment où tout un pan de la musique a disparu de TikTok du jour au lendemain, et pas des petits noms, Taylor Swift, The Weeknd, Harry Styles. Pour ne plus payer des droits, le chinois TikTok a préféré se passer de ces mastodontes, et selon TikTok, au total, une chanson populaire sur 3 est en train de disparaître de la plateforme. Sur plein de vidéos TikTok maintenant, il n'y a plus de musique. Ce silence va très probablement être remplacé par de l'IA. Conclusion pour François Paché, chercheur en IA spécialisé dans la musique et ancien directeur de l'IA de Spotify. Il va falloir que les musiciens montent en gamme. Tous ces systèmes, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous obligent au fond à se reposer la question. Qu'est-ce que c'est une belle mélodie? Qu'est-ce que c'est une bonne chanson? Puisque les systèmes font tout seuls la musique est plus que correcte. Donc, effectivement, il va falloir peut-être relever le niveau, quoi. Ça met un peu plus de pression aux créateurs pour faire de la musique plus originale. En tant que mélomane, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Ce chercheur pronostique qu'il y aura bientôt un concours de l'Eurovision de la musique générée par de l'IA. Et Fabienne, je suis candidat à cette Eurovision avec mon nouveau jingle. Allez-y.
la première, c'est sur France Inter à 18h50. Je peux le prendre, vous me le laissez ou pas? Je vous le laisse, c'est un peu de la soupe quand même, on est d'accord avec ça. Je voulais juste en tout cas, il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Super. Au passage, vraiment, Stéphane Jourdain, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous reviendrez la semaine prochaine, il faut voir. La suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir, MeToo Garçon. Cela fait une semaine que sur les réseaux sociaux, le hashtag MeToo Garçon a été lancé, provoquant une nouvelle vague de témoignages chez les hommes qui révèlent avoir été victimes d'abus sexuels. Comme à chaque fois, le courage des premières prises de parole donne la force de parler à d'autres. Témoignages de violences sexuelles subies lorsqu'ils étaient mineurs ou jeunes majeurs. Philippe de Villejuif, il y a une dizaine d'années, je me suis rappelé du fait que je me suis fait agresser par ma sœur. Cela expliquait beaucoup de choses sur mes relations avec les femmes. Victor de Limoges est inquiet de ce qu'il appelle ce déballage sur la place publique. Il faut d'abord s'en remettre à la justice, écrit-il. La justice, c'est lent, mais il faut déposer plainte. Allez, 01 45 24 7000 pour vos questions, pour vos témoignages à nos invités. Le chemin vers WhatsApp, c'est le même pour vos messages écrits et aussi pour vos notes vocales. Voilà, tout de suite, allez sur France Inter, il est tout pile 19h.